Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Grand Dialogue. Ce soir, le thème est coup d'État au Niger, quelle incidence sur le reste du Sahel. Et comme vous le savez, le Niger vient de connaître son 5e coup d'État depuis son accession à l'indépendance en 1960. Ce dernier putsch met fin au régime de Mohamed Bazoum au pouvoir depuis avril 2021. Les putschistes réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont dénoncé la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Déjà, la situation du Niger suscite des inquiétudes, notamment dans les pays du Sahel en raison des défis sécuritaires croissants. On en parle donc avec 4 invités, 3 au studio et 1 au téléphone. Dr Ali Tounkara du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, en abrégé CIE3S, Paul Oula, analyste sécuritaire, Alpha Al-Hadi Kouina, géopoliticien, et au téléphone depuis le Burkina Faso, Assamoudou Guiré. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question, nous allons l'adresser à Paul Oula. Ce putsch était-il prévisible au Niger? Ok, et merci beaucoup Mariam. En fait, ce coup d'État était prévisible pour tout observateur averti de la scène politique. Moi, personnellement, ce coup d'État ne m'a pas surpris. Pour 3 raisons. D'abord, il y a eu des déclarations médiatiques, des déclarations fracassantes que le président Bazoum avait tenues. Dans cette déclaration, il avait mis en exergue que les groupes terroristes étaient très aguerris, très structurés et très percutants, et que les armées régulières sahéliennes dans l'ensemble étaient moins équipées par rapport aux groupes terroristes. Donc depuis là-bas, moi je pense que ces déclarations venant d'un président démocratiquement élu est de nature à saper le moral des forces de défense et de sécurité. Donc je pense que c'est une humiliation qui a été infligée à l'encontre des forces de défense et de sécurité nigériennes de la part de leur propre président. Et d'autre part, la seconde raison, je pense aussi que l'erreur fatale qui a été commise par le président Bazoum est de penser ou bien de s'inscrire dans une doctrine militaire, sinon politico-militaire, selon laquelle, en pactisant avec l'Occident, plus précisément la France, avec le pays de l'oncle Stam, les États-Unis, et un peu l'Hexagone, il a pensé qu'en pactisant avec eux, il allait pouvoir lutter contre les terroristes et pouvoir maintenir la sécurité chez lui et avoir une forte assise politique au Niger. Tel n'a pas été le cas. Et la dernière raison que je m'en vais citer, c'est quoi? C'est qu'il a aussi commis une erreur stratégique. Comment? Parce que quand vous essayez de voir, Bazoum a hérité politiquement, comment dirais-je, il a pris le pouvoir après Mahamadou Issoufou. Et ce dernier, à l'époque, n'avait pas pu lutter et concrètement contre le terrorisme. Alors, s'il prend le pouvoir dans ce contexte, dans ces conditions difficiles, à mon humble avis, il aurait dû changer de paradigme. Mais tel n'a pas été le cas. Il s'est inscrit dans la continuité politique de son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Donc, c'est pourquoi, depuis hier, beaucoup de médias clamaient haut et fort en disant que c'était le commandant de la garde prétorienne qui aurait perpétré le coup d'État. Et que dans les coulisses, dans les allées du palais, il y avait de fortes suspicions qui pesaient sur une éventuelle éviction de ce dernier de son poste. Donc, moi, je pense
très sincèrement qu'aujourd'hui, pour tout observateur averti sur les questions politiques et sécuritaires, l'éviction de Bazoum était prévisible. Déjà, à 48 heures de son investiture, il avait échappé à un putsch. Et temps de donner à présent la parole à Alpha Al-Haïdi Kouina. Il vient de dire, Oula vient de dire que c'était réellement prévisible, ça ne l'a pas du tout surpris. Mais au fond, qu'est-ce qu'on reproche à Bazoum? Merci beaucoup, Mariam. Moi, je ne m'inscris pas directement à ce que Paul a dit, même si c'est vrai que depuis un certain bout de temps, on pouvait comprendre qu'il y avait une frustration au sein de l'armée. Toutefois, en fait, on pouvait aussi voir que à un moment donné, Bazoum était vraiment conseillé par les Occidentaux. Et donc, il y avait pratiquement, le Niger était devenu pratiquement le chouchou de tout l'Occident, au Sahel. Donc, il était vraiment presque inimaginable de voir un coup d'État directement du jour au lendemain. On pouvait se dire qu'à long terme, il pourrait y avoir un coup d'État, mais que ça soit aussi facile que ça, on ne pouvait pas l'imaginer, en fait, à mon humble avis. Parce qu'on se disait que quand même, de toute façon, les services secrets occidentaux pourraient d'une manière essayer de protéger Bazoum par rapport à ça. C'est qu'au Sahel, en fait, pour répondre à ta question, c'est qu'au Sahel, on reproche plus à Bazoum, c'est le fait que c'est pratiquement le président qui crie haut et fort qu'il est un peu plus pro-occidental, en fait, on peut le dire, si on peut le dire ainsi. Parce que si on essaie de voir un peu ce qu'il dit, les propos qu'il tient le plus souvent, c'est un peu plus en faveur de la France ou des pays occidentaux. Et pourtant, ce vent qu'on voit un peu, ce vent de changement un peu au Sahel, c'est un peu plus... si on peut le dire ainsi, philo un peu russe, ou bien l'autre, un peu ceux qui aspirent un peu à un changement dans le fait, en fait, le fait de quitter un peu sous l'emprise des Occidentaux, essayer de voir nouer d'autres partenariats avec les autres pays émergents comme la Chine, la Russie, l'Inde et autres. Et donc, c'est un peu ce qu'on reprochait, un tout petit peu à Bazoum. Et le fait qu'il, ces derniers temps, il était devenu un peu plus... il avait une certaine animosité envers certains pays, certains leaders sahéliens comme ici au Mali, à Assimi Goïta, ou bien au Burkina Faso, à Ibrahim Traoré, ou bien par exemple en Guinée. Cela aussi un peu faisait en fait qu'il avait une position qui était un peu délicate, et surtout même à l'intérieur de son pays où une frange de la population voudrait un peu un changement, en essayant de voir pourquoi depuis tant nombre d'années il y a d'exploitation minière par des entreprises occidentale, française, comme on peut le dire, et qu'il n'y ait pas un changement en tant que tel. Donc la jeunesse, en fait, on sait bien que le Niger, comme le Mali, en fait, avec la démographie qui augmente chaque année pratiquement d'une manière pratiquement très rapide, c'est qu'il faut d'une manière essayer de donner plus de chance aux jeunes. Et donc, les jeunes n'ayant pas d'espoir, un peu, vont contre le pouvoir. Assamadou Guiré, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes géopoliticien, vous participez à cette émission de débat, le Grand Dialogue. Au Burkina Faso, comment vous avez perçu ce coup de force au Niger? Alors, bonsoir à l'ensemble des co-animateurs de ce débat sur le plateau, et bonsoir à l'ensemble des Maliens. Et merci également à vous de nous avoir invités sur votre média pour justement parler de la situation qui prévaut au niveau du Niger. Et pour revenir à votre question, effectivement, comme la plupart des Africains, nous avons justement suivi la depuis hier dans la matinée. Et dans l'après-midi, en fin de soirée, nous avons justement suivi le communiqué des militaires
nigériens en disant justement qu'ils pouvaient prendre le pouvoir pour maintenir l'ordre également, poursuivre la lutte contre le terrorisme au niveau du Niger et pour ne pas dire comme la plupart justement des observateurs, comme le premier intervenant l'a si bien souligné, le coup d'État il était prévisible pour la bonne et simple raison. Vous savez, lorsque vous partez avec un approche globale, vous verrez qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des masses populaires et que ce soit même au sein des différentes armées ouest africaines, parce que ce qu'il ne faut pas négliger, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, vous savez, aujourd'hui, nos armées sont en contact, sont en relation. Et aujourd'hui, les acteurs, les premiers acteurs impliqués justement dans le processus de lutte contre l'insécurité au Sahel, c'est naturellement les militaires. Et vous savez que ce soit les militaires nigériens, que ce soit les militaires burkinabés, que ce soit les militaires maliens, ont mené justement des opérations conjointes. Et ça veut dire qu'il y a des relations, des fortes relations qui existent justement entre les militaires. Et ces militaires justement sont profondément impliqués justement dans tous les processus de lutte justement contre l'insécurité au niveau du Sahel. Donc, à partir du moment où on constate, ou du moins on enregistre un coup d'État au niveau du Mali, et après le coup d'État du Mali, on enregistre celui du Burkina Faso, il était naturellement logique qu'on se retrouve le jour au lendemain avec un coup d'État dans le niveau du Niger. Et hier, lorsque nous avons appris l'information, il s'agissait maintenant pour nous d'analyser justement c'est-à-dire la réorganisation de la géopolitique sous-régionale et aussi justement de se donner donc des perspectives en termes de coopération approfondie pour justement la lutte contre l'insécurité au niveau donc de ces différents pays sahéliens-là. Merci beaucoup, M. Guiré. Vous gardez le téléphone pour la suite de cette émission. Le temps de donner la parole à présent à Dr Ali Tunkara. 24 heures après les événements, comment se porte aujourd'hui le Niger? Bon, objectivement, le Niger, l'horizon reste à définir quand on regarde un peu les différentes tendances qui se sont exprimées ou qui s'expriment à propos du coup d'État qui vient d'être consommé. Mais rappelons quand même que les Nigériens sont autant divisés comme les Sérères, le reste des Sahéliens, sur les facteurs qui sous-tendraient un tel coup d'État. Ça a été rappelé à plus d'un titre. Quand on regarde aujourd'hui une présence très marquée de forces étrangères, en l'occurrence occidentales, au Niger, les États-Unis n'ont pas moins de 800 hommes, la France pas moins de 1200, l'Italie on en parle moins, qui a presque aussi 300 hommes, et d'autres États européens. Donc pour dire que, Dr Alpha l'a dit, le Niger est un carrefour de compétitions violentes parfois auxquelles les puissances militaires et économiques font l'objet. Donc partant de là, les gens voient, les Nigériens en grande partie perçoivent ces forces étrangères à partir de deux grandes lectures. La première lecture, on voit en elles ces forces étrangères comme une sorte d'aubaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour qui connaît l'armée française avec plus de 3 Mirage et d'autres équipements militaires, de même également les États-Unis, même s'ils n'interviennent pas directement, mais contribuent de façon tout à fait notoire dans la fourniture et la collecte de renseignements militaires, sans occulter les États. Donc pour ces Nigériens, effectivement, cette présence était une chance pour le pays. Mais dans l'autre partie, on se rend compte que quand on interroge un peu les militaires dans le couloir, vous dirons que le fait d'acter ainsi cette présence marquée des étrangers sur le territoire nigérien était une décision essentiellement unilatérale qui viendrait du président avec certaines chancelleries occidentales, en l'occurrence françaises. Donc, partant d'une telle lecture, effectivement, beaucoup de Nigériens voyaient ces Occidentaux comme une sorte de une forme de néocolonialisme à la fois contre le sous-sol nigérien, mais également le positionnement dans lequel ces États occidentaux justement rythment leur quotidien, notamment ces tiraillements avec la présence russe. Donc pour dire que c'est vrai, le coup d'État pourrait être
attendu à partir d'une analyse poussée, mais la temporalité, elle était quand même incertaine, parce que deux éléments faisaient le Niger un pays émergent. Si vous avez regardé avec une attention particulière, le premier, de la venue du président Bazoum aujourd'hui, on ne va pas dire que le terrorisme assiste à ses funérailles, mais de plus en plus, des actions importantes ont été engagées contre le groupe radicaux, lesquelles actions ont remporté des victoires. Le second élément, la présence de ces pays occidentaux a aussi comme conséquence justement de booster l'économie locale. Beaucoup d'initiatives en faveur des acteurs de la société civile avaient été déclenchées, de même également un certain nombre de services sociaux de base avaient été délivrés jusqu'au fin fond du Niger. Donc pour dire que même si la venue du président Bazoum était très contesté au sein même de son propre parti politique, mais en dépit de ces voix discordantes, au bout du tunnel, il allait être accepté à travers des actions en lien avec le développement local. Donc toutes ces raisons faisaient que le président Bazoum a fini par croire qu'il était alpha ou oméga à la fois pour les Occidentaux, mais également il chercherait à avoir une sorte d'étiquette représentant les chefs d'État sahéliens aux aides de ces puissances occidentales. Pour finir ici, on ne peut pas dire qu'un coup d'État était prévisible parce qu'il n'y a pas un seul pays de la CEDEAO où les mots qui sont décriés par les putschistes ne sont pas présents. Donc pour dire qu'il n'y a pas un seul État aujourd'hui qui soit à l'abri de coup d'État, sauf que tout va dépendre des tempéraments des hommes en armes et d'autres circonstances. Je vous prends au mot, vous l'avez dit, Bazoum se croyait comme alpha et oméga par rapport à la couverture des Occidentaux qu'il avait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre à l'état actuel, vous l'avez également dit, le coup d'État est consommé, disons un regain de tension? Du point de vue militaire, à la lecture du dernier communiqué fait par l'état-major de différents corps de l'armée nigérienne, tout laisse croire qu'effectivement à l'interne, l'esprit du corps y est. Et donc de ce fait, de possibles affrontements entre les corps ne seraient plus d'actualité. Maintenant, je pense que quand on lit le premier communiqué de militaires mitin, naturellement, il apparaît clairement, cette interférence, elle est quand même, c'est pas de la conspiration, c'est un fait dans le contexte nigérien. Ce n'est pas pour rien que le premier communiqué, au terme du coup d'État, a mis un accent particulier, tout en invitant les États occidentaux en particulier, de rester équidistants. Donc je pense que là, ça dénote à combien, d'ailleurs notre communiqué a clairement dénoncé l'attitude de l'élite militaire, de l'élite politique française qui aurait, bon, on n'est plus dans le conditionnel, qui avait décidé d'envoyer un certain nombre d'éléments de force spéciale de l'armée française pour porter main forte au président Bazoum. Donc pour dire que aujourd'hui vouloir taxer certains qui diraient que l'Occident prendrait le Sahel en otage, ce n'est pas de la conspiration, ce n'est ni de la calomnie, ce sont des faits. Mais je pense que malheureusement, les chefs d'État sahéliens, en particulier ceux de la CEDEAO, continueraient à s'inscrire dans les dénis, en niant en bloc toute forme d'interférence dans des questions considérées comme internes. Alpha l'a dit. Ali vient de toucher également au mot. Les mutins ont fait, je pense, jusqu'à 18h, j'ai vu 3 communiqués passer par ces militaires-là. Est-ce que le ton est rassurant pour un pays comme le Niger? Merci, Mariam. En fait, si on essaie de voir, comme Dr Tunkara vient de le dire, en fait, les messages, les communiqués que ces militants ont fait, ça se voit clairement qu'en réalité, c'est qu'ils savent, ils ont un tout petit peu peur d'une influence étrangère. Et c'est là, en réalité, se dessine. En fait, c'est vrai que même si on essaie de voir aujourd'hui la première déclaration du président nigérien, c'est Tinubu, il disait un peu que, en fait, qu'on ne va plus tolérer les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et pratiquement, ce coup d'État intervient juste quelques jours ou quelques semaines plus tard. C'est pratiquement un affront pour eux. Et
en plus de cela, en fait, on voit que, bon, c'est vrai qu'il a dépêché un peu des généraux pour un peu faire une médiation. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon est attendu au Niger. Peut-être qu'il serait là-bas déjà. Mais on voit déjà qu'en fait, il y a une union au sein de l'armée. Bon, quand même, un semblant d'union existe. Mais il faut aussi dire que le fait qu'il y ait certainement dans l'armée, il y aurait des personnes qui sont mécontentes par rapport à ça. Donc ces personnes qui sont mécontentes pourraient être d'une manière utilisées aussi pour jouer à l'encontre de leurs frères d'armes. Et surtout qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, ici, avec les images qui défilent, on voit directement des drapeaux russes qui traînent dans la capitale de Niamey. Les Américains, en plus des Français, j'ai bien peur en fait, qu'ils se disent qu'ils ont peur que le Niger balance dans le camp Mali, Burkina Faso et autres. Donc, pour eux, il faut... Probablement, il serait... En fait, c'est que certainement, les services secrets feront de leur mieux pour essayer de rétablir un peu le pouvoir de Bazoum. Assamoudou Guiré, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, quelle réaction devrait-nous attendre la communauté internationale? Oui, vous savez, nous ne pouvons attendre que les réactions traditionnelles, comme ce qui avait été lors de la prise du pouvoir par les militaires au niveau du Mali, même lors de la prise du pouvoir par les militaires au niveau du Burkina Faso. Vous savez, la communauté dite internationale a sa logique, a ses principes, et aujourd'hui, vous avez suivi... après justement la déclaration des militaires au niveau de Niamey, vous avez vu la réaction de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU. Vous avez vu également la déclaration de la France et même des États-Unis. Donc c'est une communauté internationale qui a sa logique, qui a ses principes. Et naturellement, elle sera dans la poursuite justement d'une condamnation, et aussi elle sera aussi dans la poursuite justement d'inimitié avec les nouveaux tenants du pouvoir donc au niveau de Niger. Mais il reviendra justement donc à ces militaires-là d'avoir justement cette intelligence géopolitique et géostratégique, de voir justement comment faire ce choix stratégique pour pouvoir justement faire face à tout ce qu'il y a comme justement perspective dans la lutte contre le terrorisme au niveau donc du Sahel. Il reviendra également à ces militaires-là de comprendre que quand on parle de communauté internationale, il y a forcément, c'est vrai qu'il y a une partie qui justement dite communauté internationale qui parle justement au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Il y a aussi une autre partie de la communauté dite internationale qui aujourd'hui est dans une posture justement de soutien des peuples en lutte. Et il reviendra justement à ces militaires de comprendre que le Burkina Faso, le Mali et même la Guinée sont des pays qui font partie justement de la communauté internationale et aussi qui ont leur ligne idéologique, leur paradigme. Et s'il faut justement se rallier à ces États, je pense que ça fera beaucoup du bien à ces militaires-là. Monsieur Paul Oula, Ali l'a dit dans ses propos qu'au Niger actuellement, on a des soldats américains, nous avons la force Barkhane, ou je vais dire G5 ou G4 Sahel, parce que le Mali s'est retiré entre-temps du G5 Sahel. Quel peut être le sort de toutes ces forces présentes aujourd'hui au Niger? Ok, Mariam, avant de répondre à cette question, moi, je voudrais juste dire à mon très cher ami Koutara, pour dire que le coup d'État était prévisible. Je vais juste vous donner un élément factuel, rapidement. Pour corroborer mes propos. Regardez, le général Salifou Moudi était venu au Mali ici dans le cadre d'une visite officielle. C'était de voir si toutefois on pouvait mettre en place une coopération militaire entre le Mali et le Niger. Mais vous verrez qu'à son retour, un mois à son retour, il a été limogé. Et on l'a nommé ambassadeur du Niger à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Et après, il a été limogé. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que les militaires même ont compris que les recettes stratégiques proposées par les forces qu'ils viennent juste de mettre en exergue, c'est-à-dire la France, l'Italie, les États-Unis, n'étaient pas la méthode adéquate pour lutter efficacement contre le terrorisme. La preuve,
les militaires nigériens prennent pour exemple les militaires maliens. Ils voient aujourd'hui que vraiment, après que le Mali s'est débarrassé de ces puissances-là aujourd'hui, l'armée malienne est en train de faire du feu. Donc, les militaires entre eux, ils communiquent entre eux. Donc, je ne peux pas aujourd'hui comprendre qu'on peut réellement se baser sur ces arguments objectivement pour dire que le coup d'État au Niger n'était pas prévisible. Moi, à mon avis, ça ne m'a pas du tout surpris. Alors, je vais faire une question tour de table. Vous gardez la parole. Comme vous le savez, le Mali, le Niger et le Burkina, 3 pays du Sahel, sont en transition. Est-ce bon ou mauvais pour l'avenir de la zone dont on appelle, entre guillemets, dite des 3 frontières? Oui, le coup d'État, naturellement, n'est pas une bonne chose. Mais moi, je suis quelqu'un, j'interroge les raisons pour lesquelles on perpètre le coup d'État. Il faut essayer de questionner. Mais avant de comprendre ce questionnement, également, il y a la population également qui est là, qui souffre de ces situations-là. Aujourd'hui, le coup d'État est déjà consommé. Le Burkina est déjà dans la transition, le Mali est dans la transition et le Niger vient juste de basculer dans la transition. Maintenant, c'est qu'on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il faudra faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les militaires qui ont perpétré ce coup d'État doivent tirer les leçons. C'est-à-dire, toutes les coopérations qui se sont vouées à l'échec doivent être mises de côté. Alors, il faut qu'à partir de cette transition-là, qu'on parvienne, c'est-à-dire à tourner cette histoire, cette page douloureuse, où chaque jour, les militaires nigériens étaient en train de perdre le terrain. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire effectivement le bilan de tous les échecs que l'armée nigérienne a eu à faire sur le front. Alpha, j'espère avoir la réponse avec vous. Quelle incidence ce putsch peut avoir sur la zone dite des 3 frontières, sachant que le Niger était bien positionné dans cette partie-là? Alors, c'est que le putsch là peut un peu l'influence de ce putsch sur la zone des 3 frontières. Je pense que maintenant, il est fort probable que les militaires vont essayer de collaborer ensemble pour lutter convenablement contre les extrémistes dans la zone des 3 frontières. Parce que si ils sont arrivés au pouvoir en décriant un peu l'insécurité, ils seront obligés d'une manière de faire tout pour résoudre ou amoindrir un tout petit, apaiser quand même la souffrance des populations sur ce coup. Mais c'est que, en fait, en répondant un tout petit peu à mon cher Paul, pour moi, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas pour moi de changer de maître et puis hier, on était derrière les Occidentaux. Oui, j'allais en venir. On était la France, exactement. les États. Et aujourd'hui, il faut c'est pas, en fait, c'est pas le cas. En fait, ce qu'il faut faire, je pense que les pays du Sahel au jour d'aujourd'hui doivent essayer de se mettre. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait des coopérations avec des coopérations vraiment fortes avec les Occidentaux. Il serait plus important, il serait plus intelligent au jour d'aujourd'hui d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons nouer plus de coopération, plus de partenariats avec tout le monde. Et des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Parce que en fait, si on se lie seulement à la Russie, la situation géopolitique au jour d'aujourd'hui n'est pas du tout assez favorable, mais on pourrait d'une manière essayer de profiter aussi, peut-être le mot est très fort, mais de profiter quand même de cette relation militaire avec la Russie, mais aussi en même temps nous pouvons essayer de redéfinir nos coopérations avec les Occidentaux, qui doivent comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90 ou dans les années 50 où les pères de l'indépendance laissaient tout à leurs mains, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts, en fait, qui ont fait les mêmes études et qui ont les mêmes connaissances que les dirigeants occidentaux, et qu'on pourrait d'une manière essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait satisfaire nos citoyens et aussi défendre nos intérêts.
Ali Tunkara, qu'est-ce que ces trois pays peuvent faire ensemble concrètement et rapidement pour la sécurisation du Sahel? Pour ne pas tomber dans le fétichisme, on peut rapidement dire que tout dépendra de l'attitude qu'adopterait cette nouvelle élite militaire au pouvoir au Niger, notamment en redynamisant les actions conjointes entre les trois armées sœurs. Rappelons quand même que la boucle diplomatique entre Bamako et Paris, Niamey s'était rallié côté Paris incontestablement, lequel ralliement a fait que il y a 2 ans de cela, aucune action militaire conjointe n'est conduite par les 2 armées maliennes et nigériennes. Donc naturellement, il est de la responsabilité aujourd'hui des militaires au pouvoir au Mali, ainsi que ceux qui sont au Burkina Faso, de rapidement nouer des contacts substantiels avec ces nouvelles autorités en vue d'engager des actions communes. Parce que, rappelons quand même que les questions d'interférence, malheureusement, ont non seulement impacté sur l'efficacité de la force conjointe du G5 Sahel, parce que on a vu c'était une force entièrement portée par les pays donateurs, en l'occurrence l'Union européenne. Ces interférences ont fait que des actions communes n'ont jamais été faites. On n'a pas besoin d'être un officier supérieur pour comprendre, lorsqu'on parle d'une force conjointe, ça sous-entend que le commandement il doit être commun. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont-ils capables de mettre en place en toute urgence un commandement commun à partir des frontières? Je pense que sans cela, rassurez-vous que ça va être que de la coupe de surface. Maintenant, je pense que à ce stade, il est un peu difficile d'arriver à ça parce que certains avaient applaudi lorsque le président Damiba était arrivé à la tête du Burkina Faso pour une reprise immédiate de coopération militaire entre le Mali et le Burkina. Mais on s'est rendu compte qu'au bout du tunnel, Damiba a aussi succombé au charme d'interférence. Donc, pour dire que il est sûr que ces nouveaux hommes forts qui viennent de s'imposer à la tête du Niger, qu'ils mettraient davantage l'accent sur des actions communes, contrairement au président Baz. Mais je pense que cette nécessité aujourd'hui qui doit... moi, je pense que ce sont plutôt le Mali et le Burkina Faso qui doivent plutôt aller vers ces autorités et non d'attendre à ce que celles-ci viennent vers ce pays. Or, l'impression qui est donnée au Mali et au Burkina, on est toujours dans la considération. La France est contre nous, les États-Unis sont contre nous. Mais je pense que c'est quand même très léger en 2023 de penser qu'un pays n'est pas concerné par la conspiration. Même les États-Unis sont contre la France. Et même également la France et l'Allemagne sont en compétition. Donc je pense qu'il est très naïf au XXIe siècle que les Sahéliens continuent à penser que les puissances occidentales sont là pour la charité. Aucune puissance n'est désintéressée. Il est de la responsabilité des chefs d'État sahéliens de comprendre les dynamiques en cours, de se dire qu'attention, c'est important aujourd'hui de se soustraire de ces dictats de ces pays occidentaux, mais dans le même temps, les actions de développement ne peuvent pas venir de la Russie. Il faut qu'on le dise également. Le terrorisme n'est pas que militaire. Les autres réponses qui sont l'école, qui sont l'accès à la justice sociale, qui sont l'accès à des infrastructures éducatives sanitaires, malheureusement, si l'on compte sur la Fédération de la Russie, on va passer à côté de la plaque. Donc, à comment aujourd'hui rééquilibrer ces compétitions entre les puissants tout en restant équidistant? Ce qui est militaire, on le copte avec la Russie, mais ce qui est développement, c'est quand même la France, l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Donc, vouloir aujourd'hui nier cela et de dire qu'à partir de nos solutions endogènes avec la Russie, on peut permettre aux populations de Ouaddagouna, aux populations de Dori et d'autres populations d'accéder à l'école, d'accéder à une justice durable, c'est de méconnaître les tares profondes auxquelles ces trois pays font l'objet. Donc je pense que redéfinir les équilibres internationaux, tout en sachant qu'attention, l'équidistance est la meilleure recette et non de basculer vers une seule puissance, laquelle puissance, malheureusement, elle-même est en difficulté sur le plan géopolitique qui est la Russie. Assamaoudou, comment comprendre aujourd'hui ce vent russe qui souffle sur les pays du Sahel? Je n'ai pas bien compris votre question. Je dis, comment comprendre aujourd'hui ce vent russe qui souffle sur les pays du Sahel? Oui, mais
vous savez que tout ce qui se passe au niveau du Sahel, il y a des observateurs, les observateurs les plus rigoureux depuis des décennies par le passé, justement, ont prédit justement tout ce qui devait arriver au niveau du Sahel. Et aujourd'hui, on se croirait être dans ce qu'à l'époque, en 2010, on a appelé le printemps arabe. Aujourd'hui, c'était comme si nous étions avec un printemps sahélien. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une situation géopolitique et géostratégique de changement de paradigme. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la géopolitique mondiale, il y a deux blocs qui se manifestent. Il y a le bloc des États-Unis, le bloc des Occidentaux. Il y a le bloc également des souverainistes sous le leadership justement de la Chine. Et pour revenir également sur l'un des éléments évoqués par mon prédécesseur, aujourd'hui, c'est vrai, une coopération militaire avec la Russie aujourd'hui suppose en réalité, ou du moins implique, une coopération économique avec la Chine. Ça veut dire que généralement, lorsque les États se retournent vers la Russie pour des coopérations militaires, il y a à côté la coopération, ou du moins il y a à côté la Russie qui soutient stratégiquement et également économiquement les actions de développement à travers justement ce pays. Donc, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation où la géopolitique mondiale même est dans un bouleversement total et ce bouleversement-là a des répercussions justement sur l'ensemble donc des États du monde entier. Et aujourd'hui, ce que nous verrons, c'est le résultat justement, c'est des répercussions justement de ce bouleversement géopolitique et géostratégique-là que nous constatons au niveau donc des États sahéliens aujourd'hui. Vous voyez que les militaires qui prennent le pouvoir, il y a deux choix qui s'imposent, soit le choix des Occidentaux, soit le choix justement des pays souverainistes comme la Chine, comme la Russie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette posture-là et comme nous l'avons si bien souligné, il reviendra aux États de l'Afrique sahélienne, des États comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger, de voir dans quelle mesure justement à travers leur propre intelligence comment se construit justement une autonomie stratégique pour justement la reconquête de leurs différents territoires et aussi pour le retour de la paix et aussi des actions de développement de leurs différents pays. Assamadou, vous gardez la parole. Une dernière question pour vous avant de clore cette émission. Sur le plateau déjà, vous avez un co-débatteur qui est d'accord avec ce que vous venez de dire, Paul Oula. Ce putsch au Niger augure-t-il de l'espoir pour le Niger et tout le reste du pays du Sahel ou faut-il craindre un enlisement de la situation sécuritaire? Non, vous savez là, dans la logique militaire, dans la logique des guerres, vous savez, à un moment donné, il faut atteindre le pic de l'extrémité avant d'atteindre l'apaisement. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les opérations militaires au niveau du Burkina Faso, aujourd'hui, lorsque vous faites la cartographie des attaques présentement, vous savez, nous, aujourd'hui, nous enregistrons plus des attaques au niveau donc, de la frontière avec le Niger. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord, tous les observateurs sont d'accord pour dire que l'épicentre aujourd'hui du terrorisme se trouve au niveau donc, des zones des trois frontières. Et pour arriver justement à toucher le problème par le lieu où il y a l'incendie, c'est de travailler justement à aller dans une unité d'action. Pourtant, aujourd'hui, si nous avons trois gouvernements de trois différents pays qui ne parlent pas le même langage, il nous sera extrêmement difficile justement d'avoir des opérations conjointes pour étouffer le mal à la racine, c'est-à-dire au niveau donc de la zone des trois frontières. Et nous estimons que ce changement justement au niveau donc du Niger pourra justement nous donner une opportunité justement d'unité d'action entre les différents pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce serait également une opportunité aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dit, le Mali et le Burkina Faso ont les institutions internationales justement sous le dos. Et si le Niger nous rejoint, naturellement, nous avons justement nous avons un autre pays de plus. Et vous savez, lorsque vous êtes un homme, chez nous, on dit que notre nom est notre force. Et si aujourd'hui nous nous retrouvons avec 3 États, pour ne pas dire 4 États avec la Guinée, nous pouvons justement constituer justement un bloc
Merci beaucoup, M. Assamadou. La technique me signale qu'il ne reste que 5 petites minutes pour clore cette émission. Le temps de donner la parole à vos 3 autres co-débatteurs. Ali Tounkara, je vous voyais sourire. D'après Assamadou, ce coup de force au Niger peut être une solution pour venir à bout de l'insécurité dans cette zone qu'on appelle la zone dite des 3 frontières. Non, c'est une lecture qui reste plausible, mais sauf qu'il doit s'inscrire dans un optimisme prudent, parce qu'en fait, en toute objectivité, le lendemain d'un coup d'État, l'incertitude des détails, ce sont les semaines à venir qui nous diront si toutefois le coup, le discours qui a soutenu le coup est le reflet du contenu. Souvent, ce sont ces difficultés qu'on a avec les militaires dans l'espace sahélien. Le contenu et le contenant sont difficilement conciliables. Lorsque les intérêts personnels sont menacés, des couvertures sécuritaires, des couvertures de mauvaise gouvernance sont mobilisées. Or, au bout du tunnel, on se rend compte que malheureusement, ce sont des querelles personnelles plutôt que de veiller à ce que l'intérêt collectif soit préservé. Mais ça reste une fenêtre d'opportunité à condition que les deux pays partent vers le Niger. C'est quand même important. Il ne faut pas que les gens pensent que ce sont ces nouvelles autorités nigériennes qui doivent venir vers le Mali et le Burkina. Le coup d'État pousse d'abord les putschistes pour les 6 premiers mois à se prémunir des autres coups d'État. Donc eux là, ils se fichent pas mal de sécurité pour les 6 mois à venir, ils se fichent pas mal de coopération. Maintenant, comment se protéger contre notre coup d'État? Donc il est de la responsabilité du Mali et du Burkina de les interroger rapidement à comment réfléchir sur des actions communes au niveau de frontières. Sinon, le militaire au pouvoir aujourd'hui au Niger, malheureusement, serait davantage préoccupé de se maintenir que de faire face à l'Iptako Gourma en termes de menaces. Poloula, votre réaction, est-ce de l'espoir ou faut-il craindre? Moi, je pense que pour le moment, on ne peut pas dire que c'est de l'espoir ni de désespoir. Pourquoi? Parce qu'actuellement, rien n'est certain. Parce que les militaires qui viennent juste de prendre le pouvoir, ils ont évoqué des raisons quand même qui sont plus ou moins acceptables. Mais je pense que les prochains jours vont nous édifier. Mais ce que moi je souhaiterais juste dire, c'est pas que j'ai soutenu la coopération russe avec le Sahel, pas du tout. Mais l'échec patent de la coopération avec les Occidentaux. Mais est-ce à dire que les pays africains ne peuvent pas se prendre en charge? Parce qu'on a l'impression que c'est une formule qu'on renouvelle avant. La Russie au Mali, ce n'est pas une première. Je pense que sous Modibo, on l'avait essayé. On est venu à la France, on est revenu à eux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas lieu que ces pays africains, surtout ceux du Sahel, se prennent en charge? Oui, mais actuellement, nous sommes confrontés à un problème structurel. Nos armées ont fortement besoin d'une structuration, d'une réorganisation. Et ça va s'inscrire dans le temps. Si quelqu'un tombe dans le puits, naturellement, il va sortir. Même s'il pactise avec le diable, il va sortir. S'il sort, maintenant, il va essayer de redorer les blasons. Aujourd'hui, nous sommes dans le fin fond du puits. Et les Sahéliens veulent quitter aujourd'hui dans cette situation qui n'honore ni personne, ni le Sahel, ni le monde entier. Et si les Russes aujourd'hui nous proposent des recettes qui sont en adéquation avec nos problèmes, et pourquoi ne pas accepter? Moi, je pense qu'aujourd'hui, que la coopération avec la Russie a porté ses fruits et la percée russe au Sahel est due à l'échec des Occidentaux. Merci Poloula. Le temps de donner la parole à Alpha Al-Haïdi Kouina. Mali, Burkina sont déjà en transition. Le Niger vient à peine d'amorcer les pas. Quelle réaction ou quelle démarche ces deux pays peuvent adopter face au Niger actuellement? Alors certainement, ça pourrait être une opportunité de collaboration entre les 3 pays, parce qu'à un moment donné, il y avait un blocage, Bazoum était de l'autre côté et puis le Mali et le Burkina Faso étaient de l'autre côté. Donc avec les militaires, peut-être qu'on pourrait d'une manière espérer qu'il y ait une collaboration entre les 3 pays pour lutter contre le terrorisme. Mais cela étant dit, de toutes les façons, il serait mieux aussi de diversifier nos coopérations au lieu de suivre, d'être dans le suivisme avec les autres pays. Donc essayer d'être un peu comme les mouvements de nos alignés, en essayant de ne pas choisir entre les deux, mais essayer de tirer profit de la meilleure coopération.
Et merci beaucoup. C'est sur vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait sur coup d'État au Niger, quelle incidence sur les pays du Sahel. Grand merci à nos invités, Dr Ali Tunkara du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CUE3S, Paul Oula, analyste sécuritaire, Alpha Al-Hadi Kouina, géopoliticien, au téléphone depuis le Burkina, Assamadou Guiré, géopoliticien également. Cette émission du Grand Dialogue a été réalisée par Mariam Koulibaly, à la régie son et vidéo et avec Gagny Kanté et Seydou Ndaw. Je suis Mariam Maïga. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.